Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Technique et vie. Introduction. Foucault a toujours manifesté un intérêt particulier pour l'histoire de la biologie et pour la médecine. L'attention qu'il prête au domaine biomédical caractérise en effet toute sa réflexion. Il suffit par exemple de penser à la compétence avec laquelle il évolue dans le domaine de l'histoire de la biologie, comme le montrent ses reconstructions présentes dans Les mots et les choses, l'exposé qu'il a tenu sur Cuvier à l'Institut d'histoire des sciences et ses discussions avec Canguilhem et Dagognet. Toutefois, on ne peut pas dire que le regard que Foucault a posé sur les questions concernant la vie soit seulement historiographique. Au contraire, il est toujours lié à l'apparition de problèmes bien précis, comme l'émergence de l'individualité vivante, la naissance de la clinique, la médicalisation de la société, les transformations épistémologiques et politiques liées à la découverte de l'ADN. Du reste, l'incipit du parcours foucaldien est précisément marqué par la question de la vie au sens biologique du terme, et par l'analyse des conditions dans lesquelles elle devient un concept positif. Le terme vie subit cependant une série de métamorphoses. Son emploi n'est jamais générique. Il reçoit au contraire une détermination précise selon le niveau d'analyse dans lequel il s'insère, archéologique, généalogico-politique ou éthique. Ainsi passe-t-on de l'existence rêvée de Binswanger à la vie biologique de l'anatomopathologie et à la vie comme indicateur épistémologique dans le domaine archéologique. Par contre, dans les analyses politiques, elle devient un objet de gouvernement et la politique devient une biopolitique. Au cours des années 80, elle se transforme en objet du travail éthique et constituera le point d'Archimède pour penser les techniques biotaïques. Dans une de ses dernières interviews, Foucault déclare qu'il s'est exclusivement intéressé au rapport existant entre la subjectivité et la vérité. Quelle place ces métamorphoses de la vie trouvent-elles dans un tel rapport ? Peut-être faudrait-il formuler la question différemment et se demander dans quelle mesure la ligne d'ascendance biomédicale est impliquée dans la question de la subjectivité, et de quelle façon elle caractérise le domaine archéologique, la généalogie du gouvernement et la problématisation éthique. Par rapport à l'archéologie, le problème révèle aussitôt un double aspect, méthodologique et philosophique. En effet, d'un côté, le projet archéologique révèle des liens avec l'épistémologie canguilhémienne. Mais dans quels termes faut-il définir cette relation ? Quels sont les points de contact entre ces deux façons de faire l'histoire de l'actuel ? D'un autre côté, il semble que l'archéologie réduise le concept de vie à un simple indicateur de transformations épistémologiques. Il est toutefois possible qu'il contribue à articuler une critique du statut de sujet. Dans la généalogie aussi, la ligne biomédicale continue à être active. Elle contribue à la formulation du diagnostic à propos de la naissance de la biopolitique. Le terme biopolitique, comme l'utilise Foucault, ne fait pas seulement allusion à une inscription de la vie dans les calculs du gouvernement, mais fait aussi progresser une problématique plus profonde, liée à une politique de la vie. Dans quelles coordonnées conceptuelles faut-il alors situer la question biopolitique ? Elle a une importance fondamentale parce que c'est justement du noyau biopolitique que partira l'offensive libératoire avec laquelle Foucault convertira la politique de la vie en une éthique de sa propre vie. Même si les dernières analyses foucaldiennes sont concentrées sur l'Antiquité grecque, la ligne biomédicale ne disparaît pas. La plupart des concepts utilisés dans le champ éthique, régime, souci, thérapeutique, sont liés au langage médical. Il ne s'agit pas seulement d'une mimésis, mais cette opération cache une relation inattendue avec une certaine philosophie biologique. Réactiver cette relation permet de traverser le parcours sur l'éthique d'une façon originale. Pourquoi faudrait-il donc reconstruire ces métamorphoses du problème de la vie, dans la pensée de Foucault ? La question est fondamentale, surtout parce qu'il s'agit d'un penseur que l'on ne peut aborder que par problématisation, au risque d'être rejeté. La force de répulsion est en effet presque aussi forte que la force d'attraction. Son type d'analyse exerce un charme incontestable, mais c'est surtout l'absence d'ontologie qui engendre un certain malaise. La pensée de Foucault nous situe dans un espace d'insécurité, pas tellement parce qu'elle dévoile les trames d'un pouvoir qui nous gouverne à notre insu,
mais parce qu'elle est dominée par la volonté de rester constamment au niveau d'une fragilité. C'est une pensée qui s'exerce toujours dans les termes d'une fragilisation. Elle rend les choses du monde fragiles, au lieu de construire une réserve théorique de sécurité. Analyser les différentes facettes de la vie signifie avoir affaire avec une nouvelle déclinaison de la relation entre la politique et la vie, différente de celle de la théorie politique classique. Cela veut dire se situer dans une position alternative aussi bien par rapport à la vita nescis que potestas souveraine, que par rapport à la distinction libérale entre la vie publique et la vie privée, qui est intangible. Il s'agit donc de se déplacer et de devenir sensible à la question fondamentale qui marque le parcours foucaldien: à quelles conditions une vie politique est-elle possible? Il suffit de formuler cette question pour qu'elle se désarticule et qu'elle montre la dualité de sa nature. Les conditions qui rendent une vie politique possible sont les mêmes que celles qui définissent sa gouvernabilité. La différence entre possibilité et limite dépend de la technique du montage, c'est-à-dire qu'elle dépend du rapport que nous entretenons avec la vérité. La technique devient ainsi un accès privilégié, la clé de comment on élabore l'histoire de l'actuel, de comment on est gouverné à travers la vérité, de comment on peut structurer un rapport constitutif avec soi-même. Le jeu entre la technique et la vie s'ouvre sur un triple entrelacement. Le lien méthodologique entre une technique historiographique et une conceptualisation de la vie biologique, la grille politico-épistémologique des technologies politiques et plus particulièrement du gouvernement des vivants, et le mouvement morphogénétique que les techniques du soi amorcent dans la subjectivité. Cette triple articulation peut éclairer la façon dont Foucault a eu l'intuition que la vie biologique était devenue un problème politique actuel. 1. Forme de vie. I de Georges Canguilhem et de l'épistémologie. 1. Actualité et subjectivité. La préface de l'édition anglaise de l'essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique est le dernier texte auquel Foucault a travaillé avant de mourir. Il ne s'agit pas d'une simple présentation, mais presque d'un testament philosophique, où les deux lignes fondamentales de son parcours, l'histoire et la subjectivité, dévoilent leur liaison intime. Retraçant la situation de la philosophie française de l'après-guerre, Foucault oppose une philosophie du sujet et du sens, qui est celle de Jean-Paul Sartre et de Maurice Merleau-Ponty, et une philosophie du savoir, de la rationalité et du concept, qui est celle de Jean Cavaillès, de Gaston Bachelard et de Canguilhem. L'école épistémologique a représenté la réponse française à la question de l'Aufklärung, à l'interrogation sur la possibilité d'élaborer une histoire de l'actuel. Elle a fait du problème de la méthode historique une question philosophique. Elle a fait du problème de la méthode historique une question philosophique. Tous ceux qui ont essayé de sortir de la philosophie du sens ont eu une dette envers Canguilhem, qui a opposé à une philosophie du sujet et du vécu, une philosophie du savoir, de la rationalité et du concept. 2. Ce portrait définit les frontières de la relation de Foucault avec Canguilhem, une relation qui est avant tout méthodologique, puisqu'elle touche le problème de l'historiographie foucaldienne dans son point crucial, l'actualité. Des paroles de Foucault émerge une autre zone de contact. L'importance que le travail sur la vie, sur le concept et sur le vivant a eu pour ceux qui ont tenté de repenser la subjectivité. Le rapport entre Canguilhem et Foucault a souvent été présenté en comparant leurs positions sur le problème de ce qui est normal et ce qui est pathologique. Sur ce point, il y a sans aucun doute des relations étroites. Le problème de la normalité et de la pathologie, qui, chez Canguilhem, est saisi dans un contexte médical, même si la question politico-sociale acquiert un certain poids dans l'édition de 66, alors qu'il a toujours chez Foucault une matrice politique, n'est qu'un des points de contact entre les deux philosophes. C'est certainement l'endroit où l'on remarque le plus la dichotomie des deux parcours 3, qui en réalité révèle une relation plus étroite justement sur le plan historiographique et sur la question de la subjectivité. Il ne s'agit pas de se demander ici quelle est l'influence de Canguilhem sur Foucault, parce que leur rapport donne parfois l'impression d'être marqué par une sorte d'osmose, comme on peut le voir dans les suggestions bien évidentes de Foucault dans la deuxième édition de l'essai. Tenter de mesurer la part de Canguilhem qui existe chez Foucault et vice-versa,
est certainement la pire façon d'apprécier la vitalité de la pensée de chacun d'eux. Il s'agit plutôt d'analyser de quelle façon ce rapport ressemble à une osmose, et si l'on veut rester fidèle à la métaphore biologique, d'en déceler les membranes qui permettent à cet échange d'avoir lieu. 2. Méthodologie critique et histoire de l'actuel. Déjà dans sa thèse de doctorat intitulée La formation du concept de réflexe au XVIIe et XVIIIe siècle, la méthodologie historiographique revêt pour Canguilhem une importance fondamentale. Le choix du titre est déjà indicatif. On n'y parle pas de naissance, ni d'origine ou de genèse, mais bien de formation. En effet, la reconstruction ne suit pas un critère chronologique. Dans la préface, le travail se présente comme soumis à un impératif. Les droits de la logique ne doivent pas s'effacer devant les droits de la logique de l'histoire. 4. L'analyse du concept de réflexe ne se développe pas comme une récolte d'éléments capables de devancer la réflexologie. Il ne s'agit pas d'une histoire chronologique, faite de rectifications de théories élaborées dans le passé, sur la base du principe selon lequel l'antériorité chronologique est aussi une infériorité logique. Canguilhem offre dans la première partie une archéologie 5 de la discipline qui s'appelle la réflexologie, et dans la deuxième partie, une analyse plus théorique. Mais que faut-il entendre par subordonner l'histoire à l'examen critique d'une question de méthodologie? 6. L'article Le concept et la vie éclaire la méthode de Canguilhem, justement par la façon dont s'articule le rapport entre le concept et la vie. Dans ce texte, qui date de la même période que la publication de Les mots et les choses, Canguilhem se pose le problème de la conceptualisation de la vie et de la correspondance qu'il y a entre la vie et le concept. S'il est impossible d'imaginer une complète résolution de la vie dans le concept, c'est parce qu'il faut parler d'une pluralité de conceptualisation. Toutefois, cette pluralité ne coïncide pas avec la valeur que le concept de vie a eue au cours de l'histoire. Ce sont plutôt les conditions de la conceptualisation qui sont plus d'une. Il s'agit d'un problème épistémologique et pour Canguilhem, c'est un problème kantien 7. Canguilhem a recours à Kant pour illustrer ce qu'il entend par conceptualisation. Il s'agit d'une référence tout à fait spécifique à l'appendice à la dialectique transcendantale, dans la première critique, où Kant parle de l'emploi régulateur des principes rationnels. On sait bien que dans ce paragraphe, Kant utilise l'image de l'horizon logique pour expliquer l'unité systématique des trois principes de la raison, l'homogénéité, la spécification et la continuité des formes, qui permet de combattre la multiplicité et la dispersion des données empiriques et d'élaborer la formation d'un point de vue conceptuel. L'horizon logique représente donc la circonscription d'un territoire au moyen d'un point de vue conceptuel 8. Pour Canguilhem, il fonctionne comme critère de reconstruction historiographique. Dans le travail consacré à la réflexologie, ce qui est circonscrit, c'est en effet le territoire conceptuel qui justifie un concept aussi bien que le réflexe. L'analyse de la conceptualisation de la vie se fonde elle aussi sur la détermination de l'horizon logique qui lui est propre, et de ce qui en permet la connaissance. L'histoire des sciences, telle que la pratique Canguilhem, est donc inséparable d'une critique et de l'analyse d'un système de possibilités. L'histoire, c'est-à-dire selon nous, le sens de la possibilité. Connaître, c'est moins buter contre un réel que valider un possible en le rendant nécessaire. Dès lors, la genèse du possible importe autant que la démonstration du nécessaire neuf. Le concept de système des possibilités, que Canguilhem conçoit comme le pouvoir de faire être ce qui n'est pas, 10, est un concept méthodologique qui définit l'activité de l'historien comme l'activité de reconstruction des conditions théoriques, techniques et instrumentales d'une théorie scientifique et de la visibilité de certains objets. Dans ce cas-ci, la méthodologie critique est à entendre dans le sens kantien. Elle possède son architectonique et sa discipline. Dans la critique de la raison pure, Kant définit l'architectonique comme étant l'art du système, la doctrine de la scientificité de notre connaissance qui est nécessairement liée à une question de méthode 11. La scientificité d'une connaissance doit être évaluée par rapport aux conditions de sa possibilité. Mais l'architectonique vient après une discipline de la raison pure. Dans la théorie transcendantale de la méthode, Kant affronte en effet le problème de la méthode, non pas par rapport aux matériaux, mais par rapport au dessin, en essayant de déterminer les conditions formelles d'un système complet de la raison pure 12.
La discipline de la raison est indispensable, et donc primaire, pour la contribution négative qu'elle offre à la raison. En la forçant, elle la limite et la met à l'abri des erreurs. Dans la perspective de Canguilhem, les coordonnées kantiennes deviennent toutes deux des critères historiographiques. La mise en forme de généalogie logique, qui est la tâche de l'histoire épistémologique des sciences, est ce que l'on peut définir une architectonique, où toutefois le projet de système devient forme, une forme soumise à la mobilité de l'événement, alors que c'est la question de l'erreur qui a une fonction disciplinante et permet une rectification continue des discours scientifiques. C'est pour cette raison que Canguilhem adopte souvent un ton polémique, vis-à-vis de la philosophie ou de l'histoire de la science qui interprète les événements selon un schéma progressif ou selon une dialectique du cachet manifeste. Le refus du critère historiographique, selon lequel l'antériorité chronologique correspond à une infériorité logique, et du critère qui interprète les découvertes et les progrès de la science comme la révélation d'une vérité inscrite dans les choses depuis toujours, s'allie au refus de penser l'histoire comme un progrès linéaire. Cela entraîne la revendication du rôle que l'épistémologie joue dans l'histoire des sciences. Sans une épistémologie, il serait impossible de distinguer dans l'histoire des sciences ce qui est dépassé et ce qui au contraire est actuel. 13. Quelle contribution l'épistémologie offre-t-elle à l'histoire des sciences ? Comment fait-on une histoire épistémologique ? Et surtout, que faut-il entendre par actuel ? Il s'agit là d'un problème de méthode et d'objet. 3. Le rôle de l'épistémologie. Dans son essai Le rôle de l'épistémologie dans l'historiographie scientifique récente, Canguilhem souligne combien l'intérêt de l'épistémologue est un intérêt par vocation 14, qui consiste en la substitution des sciences selon leur histoire à l'histoire des sciences. Faire une histoire des sciences signifie se limiter au secteur d'analyse que les savants leur ont attribué au cours des années. Plutôt que de faire une histoire des sciences, il s'agit d'adopter une perspective épistémologique et de pratiquer une science. Il s'agit de réaliser un acte de mimésis 15, de mimer la pratique du savant, les gestes qui produisent de la connaissance et les instruments qui lui permettent d'exister. La tâche de l'épistémologue est de parvenir à abstraire de l'histoire de la science en tant qu'elle est une succession manifeste d'énoncés, plus ou moins systématisés, à prétention de vérité, le cheminement ordonné latent, maintenant seulement perceptible, dont la vérité scientifique présente est le terme provisoire 16. L'extraction de l'histoire de la science d'un parcours et sa perceptibilité ne dépendent pas du fait qu'ils suivent une vérité inscrite depuis toujours dans les choses. Il émerge seulement à la faveur de ce point d'arrivée provisoire, qu'est la vérité actuelle. Dans cette formule, sont présents deux problèmes fondamentaux de l'histoire épistémologique de Canguilhem, son aspect de technique et les modalités de production de la vérité. L'aspect technique de l'épistémologie réside dans sa dimension mimétique. La mimésis est intérieure à la pratique de reconstruction des gestes qui produisent la connaissance. L'épistémologie comme technique se situe à l'abri de la pratique du savant, au niveau où le producteur s'est expliqué sur sa conduite. 17. L'épistémologue se place au niveau d'une connaissance déjà produite, d'un geste déjà accompli, d'un discours déjà dit. On peut donc affirmer qu'il mime dans la mesure où il redit le geste et l'accomplit à nouveau. Il mime dans la mesure où il reproduit la connaissance. À partir du moment où la connaissance a cessé de dépendre d'une ontologie, elle ne peut plus avoir de référence en dehors d'elle-même, mais elle doit la trouver en elle-même, dans ses propres actes. La mimésis de l'épistémologue se situe dans cet espace-là. Elle est liée au problème kantien de la première critique, au bouleversement des rapports entre l'objet connu et l'acte cognitif. Du reste, la révolution copernicienne dans la connaissance, inaugurée par Kant, est à l'origine de cette opération de reproduction. Canguilhem s'attarde à une question fondamentale qui est soulevée dans la deuxième préface de 1787 à la critique de la raison pure, où Kant, pour illustrer la façon dont il entend mesurer les possibilités et les limites de la raison, et le sens qu'a une telle opération, prend comme exemple la révolution dans la technique de la pensée, d'Ankar qui a caractérisé les mathématiques et la physique 18. Tout particulièrement pour la physique, cette révolution a signifié que la raison doit chercher son objet dans la nature et dans la conformité à cette nature. De la même façon que les mathématiques doivent produire leurs objets de démonstration,
et que la physique doit produire ses objets d'expérience, la raison doit être mesurée par rapport à son champ de possibilités. En reconstruisant les sciences selon leur histoire et en reproduisant les discours, l'histoire épistémologique de la science se révèle une technique de pensée, surtout pour la façon dont elle repère ses objets en les constituant. 4. Historiographie et d'encart. Qu'en est-il de la d'encart kantienne quand elle s'inscrit dans un projet historiographique ? L'épistémologie, en tant que technique de pensée, procède en délimitant l'objet. L'objet de l'histoire épistémologique de la science n'est pas le même objet que celui de la science. L'objet du discours historique est en effet, écrit Canguilhem, l'historicité du discours scientifique en français 19. Ce discours historique est retardé par des obstacles et est caractérisé par des crises, c'est-à-dire par des moments de jugement et de vérité. 20. Il ne peut pas être déterminé par une décision. Les différents niveaux de l'analyse, documents à cataloguer, instruments et techniques à décrire, méthodes et questions à interpréter, concepts à analyser et à critiquer, produisent et délimitent l'objet. Son émergence est toujours temporelle. Mais le temps de cette histoire n'est pas linéaire. Il n'a rien à voir avec le temps chronologique de l'histoire générale, ni avec le temps civil dans lequel s'inscrit la vie des savants. Le temps de l'événement de la vérité scientifique, le temps de la vérification, a une liquidité ou une viscosité différente. 21. L'événement de la vérité scientifique, le temps fluide, n'est rien d'autre que le temps de l'événement, le temps où la vérité a lieu. Si l'histoire des sciences peut concerner la recherche axiologique de la vérité, elle remplit donc son devoir, dans la perspective de Canguilhem, en réalisant une histoire des discours véridiques. Elle a pour objet les discours véridiques. Mais il est bon de répéter qu'une telle véridicité ne doit pas être confondue avec la reproduction d'une vérité inscrite dans l'ordre des choses. Le vrai, ou l'acte de dire le vrai de la science est reconnaissable par le fait qu'il n'est jamais dit premièrement. 22. La tâche de l'histoire épistémologique des sciences est de réactiver le sens de l'histoire des sciences, c'est-à-dire de montrer les modalités dans lesquelles les discours, les méthodes, les matériaux, les concepts et les objets acquièrent une visibilité et une véridicité. Ainsi, par exemple, dans son essai sur la formation du concept de régulation biologique, Canguilhem circonscrit le domaine où ce concept est devenu possible. Sa formation est reconstruite au travers de sa provenance du domaine de la physiologie, sa constitution dans le plan d'analyse économique et enfin, son utilisation dans le domaine biologique. 23. De la même façon, dans son essai La théorie cellulaire, Canguilhem montre qu'il ne faut pas rechercher l'origine de la théorie cellulaire dans la découverte au microscope de la partie la plus petite qui constitue un être vivant. 24. Sa formulation n'a été possible que lorsqu'on a commencé à concevoir l'idée du tissu comme continuité vitale. Cette idée n'est pas strictement biologique, mais elle remonte de manière évidente aux théories économiques et politiques du XVIIIe siècle. L'acte de dire le vrai de la science, dans ce cas-ci, il s'agit de la théorie qui veut que l'organisme soit composé de cellules, est analysé à travers les conditions de son émergence qui coïncident avec le moment où il est vrai, avec le moment où il a été possible de le dire, le moment où il est actuel. Les conditions de possibilité constituent le champ où la d'encart canguilhémienne délimite l'objet historiographique. L'histoire épistémologique est donc critique, dans la mesure où elle introduit dans l'histoire le problème philosophique de la vérité. C'est pour cela que Foucault pouvait définir l'historiographie de Canguilhem comme l'histoire des discours véridiques, c'est-à-dire de discours qui se rectifient, se corrigent, et qui opèrent sur eux-mêmes tout un travail d'élaboration finalisé par la tâche de dire vrai. 25. Chez Canguilhem, la vérité est donc privée de son statut ontologique et assume, suivant l'enseignement de Nietzsche, le statut de valeur parmi les valeurs. Cette réduction du caractère absolu de la vérité est évidente dans l'essai intitulé Galilée. La signification de l'œuvre et la leçon de l'homme. En commentant la véridicité du discours galiléen, Canguilhem fait une observation qui touche un des points cruciaux de la question de la vérité. Ces thèses héliocentriques, dit Canguilhem, se situaient en dehors de l'ordre discursif de la science de son époque, mais elles étaient dans le vrai. 26. C'est de cette façon que Canguilhem postule l'existence de la vérité scientifique. Toutefois, en même temps, il soumet la vérité de la science à des conditions historiques,
en la privant à la fois de son statut intemporel et de son caractère absolu. Dans le texte de la science et de la contre-science, Canguilhem reviendra sur la relation qui existe entre la vérité et l'histoire, en l'articulant avec plus de précision. En effet, il écrira que la vérité n'est pas constituée dans une histoire de la vérité mais dans une histoire de la science, dans l'expérience de la science. 27. Le geste avec lequel la vérité devient une valeur parmi les valeurs comporte la nécessité que le critère de reconnaissance de la vérité de la science selon son histoire soit redessiné. Il ne lui est pas extérieur, mais bien immanent. Si l'histoire épistémologique est une technique de pensée, la vérité ne peut coïncider qu'avec les conditions qui définissent l'actualité ou l'inactualité de chaque discours véridique. 5. La disparition du sujet. Certaines thèses méthodologiques de Canguilhem sont clairement impliquées dans une critique du sujet. Le fait que l'objet de l'histoire échappe à la décision en est une preuve éloquente. L'horizon du discontinu, comme plan sur lequel s'articulent les généalogies logiques canguilhémiennes, représente le premier élément d'une critique de la subjectivité. Le refus d'une interprétation continuiste et linéaire de l'histoire comporte une critique de la fonction sujet qui opère les reconstructions. Il n'existe pas de conscience à laquelle la vérité de l'histoire se révèle dans son déroulement. Même quand, tout en reconnaissant à la vérité son statut de valeur parmi les valeurs, il postule l'existence de la vérité de la science, Canguilhem ne lie jamais ce postulat à l'existence d'un sujet connaissant qui la formule. Il n'y a jamais une référence au sujet connaissant dans les termes d'un je pense cartésien. Une critique de la fonction du je comme je pense ou comme aperception transcendantale est élaborée indirectement à travers le même concept de méthodologie critique. L'épistémologie comme technique de pensée, comme technique des modes de pensée, fait disparaître le sujet dans l'histoire et le sujet de l'histoire. L'histoire épistémologique n'est pas une histoire pour auteur. C'est déjà évident à partir de la thèse sur la réflexologie, où l'enjeu n'est pas le fait de se demander quel est l'auteur dont la théorie du mouvement volontaire préfigure la théorie du réflexe du XIXe siècle, mais bien ce que doit contenir une théorie du mouvement musculaire et de l'action des nerfs, pour qu'une notion comme celle du mouvement réflectif puisse avoir un sens de vérité. Si l'on analyse les théories de différents auteurs, ce n'est pas pour trouver le précurseur, mais bien pour établir une généalogie logique. Les droits de la logique, qui doit ici être prise dans le sens de discours, prévalent sur les droits d'une logique de l'histoire, mais aussi sur ceux des auteurs. On ne pourrait pas expliquer autrement la critique du concept de précurseur ou d'inventeur. Découvrir le précurseur d'une idée ou d'une théorie signifie extraire un personnage ou une théorie des conditions de vérité qui leur ont permis d'exister, comme si ces gestes spéculatifs et expérimentaux pouvaient être situés sur un plan différent de celui qu'il y avait à l'origine. 28. Étant d'accord avec Alexandre Coiré sur la dangerosité de la notion de précurseur dans l'histoire des sciences. 29, Canguilhem souligne que la construction de ces types d'alignement logique est une opération arbitraire et artificielle. 30. Une épistémologie philosophique de l'histoire des sciences remplace le temps historique des inventions par le temps logique des relations de vérité. 31. L'histoire épistémologique est donc une histoire sans précurseur, sans inventeur et sans auteur. C'est une histoire qui n'est pas faite de sujets, mais bien de discours. En effet, dans les écrits plus spécifiquement méthodologiques, il est très rare de trouver les termes d'auteur ou de sujet. Le sujet est relégué au statut de fiction et de pure virtualité. 32. Si la théorie épistémologique des sciences est mimésis, si elle est une technique de pensée, celui qui l'écrit n'est pas un copiste. Minoré par certains aspects d'analogie, l'épistémologue disparaît dans son procès de similitude relative à la production d'une connaissance selon ses spécifications propres. 2. De Foucault et de l'archéologie. 1. Archéologie et histoire épistémologique. Dans son article paru dans Critique en 1967, Canguilhem présente les mots et les choses dont il souligne la nouveauté méthodologique. Malgré certaines divergences dans la délimitation des seuils biologiques, Canguilhem définit l'archéologie comme étant une autre histoire. 33. Foucault fait une historiographie de monuments, et non pas un travail géologique sur les sédiments. 34. Même s'il retrouve la racine nietzschéenne de l'historiographie foucaldienne,
Canguilhem ne reste pas insensible au double aspect de la question méthodologique posée par Foucault et au terrain kantien d'où il provient. Le fait que le projet foucaldien soit déterminé par une exigence critique ne peut échapper au Canguilhem kantien, qui voit dans le concept d'épistémé la vraie portée méthodologique de l'œuvre de Foucault. Si le mot épistémé n'est pas clair tout de suite, c'est parce qu'il n'est pas un objet d'analyse dans le sens conventionnel du terme. C'est toutefois ce qui permet à la connaissance d'exister et c'est le fond de science possible. 35. Il s'agit d'un champ de possibilités qui permet la vigueur de certains ordres discursifs, devenus proches grâce à un même ordre de possibilités. Selon Canguilhem, le concept d'épistémé n'a donc rien d'équivoque, c'est la condition d'une autre histoire dans laquelle le concept d'événement est conservé, mais où les événements affectent des concepts et non pas des hommes. 36. Dans le titre du texte de Canguilhem, au-delà de la question méthodologique, c'est la question de la subjectivité qui est mise au premier plan, au moyen de l'allusion à l'extinction du cogito comme fonction signifiante. L'œuvre de Foucault découvre et indique, pour la philosophie la tâche d'aujourd'hui. 37, celui qui consiste à aller au-delà du sujet cartésien et kantien. Le travail de Foucault se situe donc dans la même lignée que le projet de Cavaillès, qui remplace le primat de la conscience vécue par celui du concept, de la structure et du système, et à côté du projet de Bachelard qui construit une épistémologie non cartésienne de la physique. La présentation de Canguilhem inscrit l'œuvre foucaldienne dans deux coordonnées précises, l'histoire et la subjectivité. Dans la préface de l'édition anglaise de Les mots et les choses, Foucault, revenant sur la méthode archéologique, souligne que son objectif est l'individuation de cohérence entre différents éléments, et que par cette analyse, des figures propres à la Renaissance, à l'âge classique et à la modernité sont apparues. Le choix de décrire un espace épistémologique relatif à une certaine période, excluant l'analyse de la genèse des savoirs, est un choix qui se place consciemment dans le registre d'une certaine façon de faire une histoire de la science. Il ne se situe ni dans l'historiographie des sciences qui retrouve le progrès des découvertes, analysant les méthodes et la formulation des problèmes, ni dans la reconstruction de l'inconscient de la science, c'est-à-dire de toutes les influences et de toutes les philosophies qui l'ont marqué. Après le refus de l'histoire dans les termes de procès logique et de l'histoire comme redécouverte de l'inconscient négatif, il reste ce que Foucault définit l'inconscient positif, il échappe aux chercheurs mais il fait partie du discours scientifique 38. L'inconscient positif est ce qui est défini ailleurs comme seuil épistémologique. C'est le niveau de positivité du discours. En effet, ce qui est mis en évidence au moyen de l'historiographie archéologique est l'épistémé ou les connaissances, évaluées non pas par rapport à leur valeur rationnelle ou par rapport à leurs formes objectives, trouvent leur champ de positivité manifestant ainsi une histoire qui n'est pas celle de leur perfection croissante, mais plutôt celle de leur condition de possibilité. 39. L'archéologie n'est pas une épistémologie, c'est-à-dire une analyse qui existe à l'intérieur de la structure de la science 40. Le problème de l'archéologie n'est pas le nœud de scientificité de certaines disciplines, parce que le problème de la validité et du vrai n'est pas placé à l'intérieur d'un ordre discursif, mais bien en dehors de lui, au niveau du champ qui lui permet d'exister. Dans une discussion de 1969 à l'Institut d'histoire des sciences, Foucault distingue dans l'archéologie différents niveaux d'analyse. L'épistémographie qui est la description de ces discours qui dans une société à un moment donné ont fonctionné et ont été institutionnalisés comme discours scientifiques. Le niveau épistémologique, c'est-à-dire le repérage des contrôles épistémologiques intérieurs qu'un discours scientifique exerce sur lui-même. L'épistémocritique, à savoir l'apostrophe, analyse qui se fait en termes de vérité et d'erreur. Et enfin l'analyse épistémologique, l'analyse des structures théoriques d'un discours scientifique, l'analyse du matériau conceptuel, l'analyse des champs d'application de ces concepts et des règles d'usage de ces concepts. 41. Cette distinction technique trouve son application immédiate dans l'exposé « La situation de Cuvier dans l'histoire de la biologie 42 », où Foucault reconstruit les termes du rapport existant entre Jean-Baptiste Lamarck, Georges Cuvier, Charles Darwin. Si Darwin a pu déceler dans l'espèce un objet biologique et dans le rapport individu-espèce un rapport fondé sur la sexualité, c'est parce que le concept de milieu interne élaboré par Cuvier comporte un déplacement du principe de la possibilité de classer les êtres de l'extérieur à l'intérieur.
La variation individuelle ne disparaît pas dans la généralité de la classification lamarckienne, mais devient l'élément clé de la spéciation. La reconstruction du rapport Lamarck-Cuvier-Darwin est essentiellement un problème qui réfère aux conditions inhérentes à la connaissance scientifique, mais qui concerne aussi une réorganisation générale du savoir. Situer Cuvier dans l'histoire de la biologie ne veut pas dire le placer dans un continuum, qui coïncide avec une révélation progressive de la vérité, ni lui attribuer les mérites de ses découvertes. La situation foucaldienne évite le critère de l'attribution pour ses implications évidentes, avec la souveraineté du sujet signifiant. Situer veut dire restituer le discours de Cuvier au champ du savoir qui lui a permis d'exister, et montrer comment il fonctionne de façon cohérente avec cette structure générale. 2. L'archéologie comme méthodologie critique. Ainsi qu'elle est exposée dans l'archéologie du savoir, la méthode archéologique répond à une triple exigence. Celle de remettre en question notre volonté de vérité, celle de restituer au discours son caractère d'événement, et celle de lever enfin la souveraineté du signifiant. 43. L'exigence qui régit la méthode archéologique est donc doublement critique vis-à-vis du modèle linéaire de la parole, et pour une part au moins de l'écriture, où tous les événements se succèdent les uns aux autres, et du modèle du flux de conscience dont le présent s'échappe toujours à lui-même dans l'ouverture de l'avenir et dans la rétention du passé. 44. La volonté de vérité est avant tout la volonté de déstructurer les constructions théoriques de la subjectivité. Cette tentative n'a rien à voir avec la reconstruction de la pensée d'une époque. En d'autres termes, elle n'essaie pas de répéter ce qui a été dit en le rejoignant dans son identité même. 45. Une telle identité indique que les conditions dans lesquelles la vérité naît sont uniques, et que les discours et leurs règles, de même que les objets qui apparaissent au sein d'un ordre discursif, sont irréductibles les uns aux autres. Il s'agit donc de reconstruire les conditions qui permettent à cet ordre discursif déterminé d'exister. L'activité archéologique, écrit Foucault. Elle n'est rien de plus et rien d'autre qu'une réécriture, c'est-à-dire dans la forme maintenue de l'extériorité, une transformation réglée de ce qui a été déjà écrit. 46. Cette réécriture, dont l'objectif principal est de montrer l'irréductibilité et l'unicité de tout discours et de toute proposition, c'est-à-dire leur aspect éventuel, implique la thèse ou la revalorisation du discontinu comme critère historiographique. De cette façon, l'archéologie foucaldienne révèle un lien profond avec l'histoire des sciences de Canguilhem, justement parce que c'est une opération de réécriture. On se souviendra que Canguilhem définit la méthodologie épistémologique comme étant une opération de mimésis. La réécriture foucaldienne, tout en n'étant pas une pratique inhérente à un seul discours, montre une parenté très nette avec le redire et la reproduction de l'opération mimétique. Même si dans Archéologie du savoir, il n'y a aucune allusion au concept kantien de Dankar, toute l'œuvre est en réalité l'illustration d'une technique de pensée, que ce soit dans la modalité de circonscription des objets, dans le type d'analyse des énoncés ou dans la façon dont se délimitent les seuils. Foucault présente des techniques de réécriture qui restituent à ce qui a été dit son identité et le répète dans son unicité d'événement. Il est clair que, contrairement à Canguilhem, Foucault ne s'intéresse pas exclusivement à l'histoire des sciences, mais malgré cela, la plupart des exemples de la méthode archéologique sont tirés de l'histoire de la biologie. L'histoire des sciences devient le banc d'essai de l'archéologie. 47. 3. Délimiter l'objet. Lorsqu'il parle de l'expérience de la folie et de l'expérience de la clinique, Foucault définit un objet historiographique spécifique. Ce n'est ni la folie ni la clinique, mais bien l'expérience de la folie et de la clinique. Du reste, dans la présentation de les mots et les choses, l'objet d'analyse est clairement énoncé comme une certaine expérience de l'ordre. La reconstruction du champ épistémologique est en effet l'analyse des conditions de la possibilité des connaissances et des objets d'une époque donnée. L'a priori historique est ce qui permet de recourir à un certain champ de savoir dans sa positivité. Le projet archéologique s'appuie sur la thèse kantienne selon laquelle les conditions de l'expérience et celles de l'émergence de l'objet sont les mêmes. Kant utilise lui aussi le terme archéologie, dans le paragraphe 80 de la Critique du jugement,
où il analyse le système théologique extérieur chez les êtres organisés. Dans ce contexte, il fait une distinction entre l'histoire naturelle, qui désigne la description de la nature, et l'archéologie de la nature, qui concerne l'imagination sur l'état antique de la Terre et son étude à travers les sédiments 48. Foucault adopte ce terme, mais il lui confère une valeur sémantique différente 49. L'histoire archéologique n'est pas une analyse des sédiments, elle traite le passé non pas comme un thème à commenter, mais plutôt comme un monument dans sa disposition propre 50. Si Foucault apprécie le terme monument, forgé par Canguilhem pour définir son historiographie 51, ce n'est pas seulement en raison de l'allusion évidente à Nietzsche. On peut même dire que dans l'emploi qu'il en fait, c'est justement l'acception polémique de Nietzsche qui passe au second plan, alors que l'opération de description est privilégiée. Décrire, c'est restituer l'objet, le discours aux conditions qui l'ont fait naître. Dans ce sens, même s'il s'éloigne de l'archéologie géologique kantienne, Foucault reste fidèle à la méthodologie kantienne précisément parce qu'il la pratique d'une manière critique. Il y a une critique, et donc une technique de délimitation. Dans son article paru dans Esprit, en réponse à Jean-Marie Doménard, Foucault résume en 4 points les opérations critiques entreprises dans le champ archéologique. La technique de pensée archéologique a les tâches critiques suivantes. Avant tout, elle doit remettre en discussion le postulat selon lequel le règne du discours n'a pas de frontières. En effet, le discours a des règles de formation et des conditions d'existence 52. Deuxièmement, elle doit libérer l'analyse historique des dichotomies, comme celle de tranquillité et de crise, celle de tradition et d'innovation, et les remplacer par un champ d'analyse du simultané 53. Troisièmement, elle doit priver l'analyse historique de son aspect de dénégation, c'est-à-dire des analyses qui neutralisent, font un psychologisme, individualise ou charge le discours d'un sens supplémentaire, pour élever les choses dites au niveau d'un objet effectif de l'histoire 54. Enfin, la dernière tâche critique consiste dans la libération des discours de leur statut incertain 55, en leur rendant leur spécificité. À la différence de l'histoire épistémologique, l'archéologie a comme objet la simultanéité des discours. Toutefois, l'objet de la reconstruction est déterminé de la même façon. Il se présente comme le produit non pas d'un acte cognitif, mais d'une mimésis ou d'une réécriture. Le geste archéologique est un geste reproductif. L'historien doit produire ses objets à partir des règles des discours. Si Canguilhem utilise souvent le terme formation, et fait coïncider cette formation avec l'opération de délimitation d'un territoire conceptuel, chez Foucault, l'analyse des discours donne lieu à une reconstruction de leurs règles de formation intérieure et extérieure 56. Une telle opération ne se propose pas tellement dans des termes de délimitation, mais bien plutôt comme l'acte d'individuation d'un champ de possibilités. 4. Le domaine de vérité. Tout comme le terme d'archéologie, le terme kantien d'a priori se charge d'une nouvelle valeur. Il n'indique pas seulement les conditions de la connaissance, mais aussi un domaine de savoir possible, le mode d'être des objets qui y apparaissent et les conditions selon lesquelles nous pouvons élaborer sur les choses un discours considéré comme vrai 57. Si Kant avait pris comme exemple les révolutions épistémologiques des mathématiques et de la physique, pour éclaircir le sens de ce qu'il entendait par révolution du mode de procédé de la raison et par critique de cette faculté, chez Foucault, toute la sémantique inhérente à la technique de pensée archéologique a pour objet le plan historique. L'historisation de l'a priori met au premier plan le problème de la vérité et des conditions qui font qu'un discours peut être considéré comme vrai. Il s'agit du même problème que celui qui occupe la réflexion méthodologique de Canguilhem, mais qui reçoit un encadrement différent. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.